Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité à la panafricaine Africable, la télévision, et vous êtes à votre magazine économique comme tous les dimanches sur la panafricaine. Il est 20h30 GMT. Merci et bienvenue. Encore une fois, merci de votre constante fidélité, chers téléspectateurs, et merci de nous recevoir chez vous. Alors, pour commencer cette émission, nous allons partir directement avec le tour d'horizon complet de l'actualité économique sur le continent, histoire de prendre la température, et nous allons revenir juste après sur ce plateau. Avec Oussouf Diagola, le tour d'horizon complet. Nouvelles données du FMI, les projections de croissance de la région Afrique reculent de 0,9% sur 5 octobre 2014, se situant désormais à 4,9%, ce en raison de la baisse des prix du pétrole. Le Nigeria, première économie du continent, devrait subir la plus grosse pression avec une perte de 2,5% de points sur les anticipations de croissance qu'on lui affectait en octobre 2014. L'Afrique du Sud, elle, perd juste 0,2%. Il faut cependant rappeler que le FMI a revisé ses perspectives économiques globales pour le continent africain dans un contexte pourtant marqué par la reprise de l'économie américaine et donc du dollar, principale monnaie de réserve de change pour ces pays. En visite au Cameroun, le ministre chinois des Affaires étrangères a évoqué le 13 janvier l'ouverture d'ici la fin de l'année 2015 d'une succursale de la banque chinoise d'import-export. Exim Bank est l'institution financière publique qui fait office de bras séculier des investissements chinois à l'étranger. Exim Bank of China est devenue le principal pourvoyeur de fonds du Cameroun. Elle a injecté pas moins de 536 milliards de francs CFA pour la réalisation de différentes infrastructures dans les domaines aussi variés que l'énergie, la route, les télécommunications, les transports, très loin par exemple de l'Agence française de développement dont le montant de l'enveloppe de l'aide se situe à seulement 105 milliards de francs CFA. Très bien, merci beaucoup Oussouf Diagola pour ce tour d'horizon complet de l'actualité. Dr Etienne Fakaba-Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Merci encore une fois de l'honneur que vous nous faites en acceptant de venir répondre à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. 2015 s'annonce bien. Il faut le connaître, en 2014, il y a eu du bon, moins bon et souvent des échecs. Exactement, cette année, nous espérons qu'elle sera meilleure que l'année que nous avons connue, même si les éléments que nous venons d'écouter ne sont pas aussi optimistes qu'on l'aurait souhaité. Ah oui, mais quand même, 2% de recul pour le Nigeria, le géant de l'Afrique. Tout à fait, et cela s'explique en partie par l'instabilité qui règne dans ce pays-là à cause de la secte Boko Haram. Donc, ce qui montre encore une fois de plus qu'il y a une causalité très forte entre la stabilité économique et la stabilité sécuritaire dans nos États. Nous allons en reparler, Dr Etienne, mais là, il est quand même question de la dégringolade du prix du baril de pétrole qui affecte considérablement les économies africaines, notamment celle du Nigeria. Tout à fait. Et cette dégringolade, si on ne fait pas attention malheureusement, va se poursuivre. Parce que, au regard du contexte sécuritaire, encore une fois, c'est ce qui explique tout cela. Quand vous regardez la Libye, qui était aussi une grande puissance en la matière, le Nigeria aujourd'hui, et encore d'autres pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, qui a été frappé par des problèmes d'immigration et autres. Donc tous les pays producteurs de pétrole sont aujourd'hui dans une situation sécuritaire sans précédent. Ce qui explique entre autres les performances économiques qui se reflètent malheureusement sur l'ensemble de l'économie africaine. Mais ce qu'il faut dire, docteur, oui, malgré ces situations-là, il faut dire que l'Afrique va être en très bonne position en termes de croissance économique. Et il est prévu justement que l'Afrique, au bout des 20 prochaines années, soit le moteur de la croissance mondiale. Et cela est une très bonne nouvelle pour nous.
Oui, l'Afrique, le continent est donné comme étant le continent de l'espoir, je vous l'accorde, docteur, mais au même moment, le paradoxe est situé à quel niveau? C'est qu'on ne voit pas Yao qui est à Adjamé ou Mamadou Diabaté qui est à Bamako, à Bankoni plus précisément, ne ressent pas quand même cela au niveau du prix à la pompe. Tout à fait. Ça, vous posez le véritable problème de la répartition, justement. Vous avez dû acheter l'essence au même prix, j'avoue. Tout à fait. C'est dit à la répartition, justement, de la croissance économique créée par les pays. Et cela, il faudra continuer à y travailler. Mais cet effet-là ne peut pas se ressentir automatiquement. Si vous avez lu un peu le livre de Thomas Piketty, Le Capital, qui fait grand honneur maintenant, vous allez remarquer que les bénéfices de la croissance ne sont pas automatiquement visibles sur le pouvoir d'achat. Donc, rassurez-vous, les bénéfices ne seront pas automatiquement ressentis au niveau de nos pompes, mais on ose espérer que cela ne saurait tarder. Alors, nous allons partir directement, si tout va bien au niveau de la réalisation, au Sénégal. Dakar va organiser du 26 mars au 12 avril de cette année la 16e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Pour mieux expliquer les attentes mais également les enjeux du comité international d'organisation, a bien voulu organiser une conférence de presse, rencontrer les hommes des médias pour mieux expliquer le contexte et les enjeux. En prélude aux 16e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales qui se déroulera du 26 mars au 12 avril 2015 à Dakar, le comité international de la FIARA fait face à la presse. La mission générale de la FIARA s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités d'intégration économique rurale des organisations paysannes et agricoles africaines par la réalisation d'activités commerciales porteuses et l'organisation de débats sur les questions majeures du développement rural. Les organisations paysannes voudraient jouer leur partition dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est donc une volonté qui rejoint celle de l'État pour faire en sorte que la balance commerciale puisse se rétablir avantageusement par rapport au pays et notamment par rapport au riz. Donc, la FIARA étant un grand rendez-vous du monde rural, et donc nous avons pensé qu'il était judicieux de partager avec ces acteurs venant de différentes contrées du pays, mais aussi de la sous-région, par rapport à cette thématique autosuffisance alimentaire en riz, mais aussi en céréales sèches. Cette 16e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales attend plus de 900 exposants venant de 20 pays d'Afrique ainsi que 1800 visiteurs par jour. C'était donc là un reportage de Louise Tina Sagna, Suleiman Anne et Antoumar de notre bureau à Dakar. Docteur Etienne, vous venez de suivre ce reportage sur les préparatifs, n'est-ce pas, de l'organisation future de cette foire internationale de l'agriculture. Le Sénégal, qui veut quand même booster son secteur agricole. Tout à fait. Moi, je suis toujours heureux quand je vois de telles initiatives. Un pays qui opère des réformes de plus en plus. Pour la simple raison que nos économies sont basées en partie sur l'agriculture. Et donc, aujourd'hui, il faudra développer ce secteur-là, mettre l'accent sur le développement du secteur agricole, passe notamment par des initiatives que nous venons de voir. Pour une raison basique, l'économie internationale se base sur les avantages comparatifs. Et le principe des avantages comparatifs nous amène à nous spécialiser dans le commerce international avec des produits où nous excellons. Et aujourd'hui, le Sénégal qui prend cette initiative, c'est une très bonne chose qu'il faudra encourager. Et j'espère simplement que les autres pays pourront s'en inspirer. Le pas. Voilà. Une très belle initiative de la FIARA. Les chefs d'État africains étaient présents au Forum économique mondial de Davos, c'est en Suisse. Le thème choisi cette année est révélateur. Le nouveau contexte mondial. Le constat qui se dégage, c'est que la question liée au terrorisme a quand même dominé les grands débats et a même volé la vedette aux grandes questions économiques et financières.
de bout en bout. C'est vrai que ce Davos a été particulièrement sérieux parce que finalement tous les intervenants, tous les leaders politiques, Angela Merkel, François Hollande, John Kerry, Petro Poroshenko, ont d'abord évoqué cette question du terrorisme, ont rappelé les attentats à Paris, les attentats de Boko Haram avant de démarrer leur discours. Donc il y a une tonalité extrêmement sérieuse. Le terrorisme est une menace globale. Il faut une réponse internationale avec une coopération renforcée. C'est véritablement le message qui est ressorti de ce Davos, avec un François Hollande qui appelle les entreprises à se mobiliser contre le terrorisme, avec un John Kerry qui demande une communauté, à la communauté internationale de se mobiliser contre le terrorisme, contre ce qu'il appelle l'anarchie nihiliste mondiale. John Kerry plaide d'ailleurs pour une gouvernance mondiale, même s'il a dit que la priorité au niveau militaire, c'était d'abord de vaincre Daesh. Il a dit qu'il fallait également avoir une approche de plus long terme pour éviter justement que le terrorisme n'augmente encore dans le monde, qu'il faut agir dans les écoles, dans les lieux de culte, sur les lieux de travail, et c'est dans cette perspective que va se mettre en place une conférence à Washington au mois de février, justement sur cette question du terrorisme. Donc c'est un Davos, disons, plus sérieux, avec des intervenants qui sont venus nombreux, mais qui se sont fait finalement beaucoup plus discrets cette année. On sent qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous dans l'ombre et moins de médiatisation. Un Davos beaucoup plus sérieux, Dr Etienne Fakaba. Le terrorisme est quand même volé la vedette aux grandes questions de l'heure, économique, le climat, tout ça. On a tout simplement compris... À 6 mois de l'organisation future du Forum de Paris. Tout à fait. On a simplement compris que aujourd'hui, les stabilités économiques... C'est une question cruciale, hein, quand même. La stabilité économique, comme on l'a dit, dépend de la situation sécuritaire. Et le terrorisme est aujourd'hui en train de prendre une ampleur que nous ne sommes pas en train de maîtriser. Et autre sujet qui a été abordé, même si on l'a pas entendu dans l'élément, qui est en rapport également avec le terrorisme, c'est la question de l'immigration, qui aussi est en partie liée à la question de l'emploi des jeunes. Parce que ceux qui partent malheureusement à l'étranger, qui vont mourir dans les mers au désert, sont en partie des jeunes. Donc encore une fois, on revient à la question primordiale qui est la question économique. Donc trouver une solution à la question du terrorisme aujourd'hui nous permet plus facilement de faire face aux questions économiques. Et également, il y a la question des investissements, il y a la question aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir qu'il y a énormément de ministres d'économie qui sont présents, énormément de présidents de la République qui sont également présents. Et une première pour le chef d'État malien. Tout à fait. C'est la première fois que un chef d'État malien se déplace à ce forum-là. Alors, docteur Etienne, avant de vous laisser continuer, alors, la question du terrorisme, on l'a compris, hein, ça devient quand même une question globale, une menace globale à laquelle menace il faudrait trouver une réponse globale. Tout à fait. Je crois que c'est le message qu'a bien voulu faire passer les différents chefs d'État et de gouvernement présents à ce forum de Davos. Tout à fait. Sauf que moi, je suis un peu sceptique quand je vois ces grands discours lors de ces forums. Il faut le signaler, Davos n'est pas une instance de décision. C'est une instance de rencontre, de dialogue, où des orientations vont être prises. Et un véritable laboratoire, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, mais il n'y a pas un pouvoir de décision pour prendre des actions concrètes qui vont pouvoir lutter contre cela. Mais les recommandations qui seront issues des différentes discussions pourront éventuellement servir les décideurs politiques au sérieux, hein. Exactement, qui sont présents. Alors, Dr Etienne Fakaba Sissoko, qu'est-ce que le continent africain pourrait tirer en termes de bénéfices d'un tel forum? Nous avons vu une participation massive des chefs d'État africains. Tout à fait. Et la première chose d'abord, c'est la rencontre. La rencontre avec des investisseurs, la rencontre avec des chefs d'entreprise d'autres pays, les rencontres que nous pouvons avoir entre décideurs politiques. Parce que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où les investissements étrangers doivent être pris au sérieux, où on doit continuer à accentuer cela. Et donc, c'est dans ces rencontres-là que nous pouvons avoir des bailleurs de fonds, que nous pouvons avoir des entreprises avec qui partager. Vous allez voir qu'à la fin, beaucoup de conventions vont être signées avec des chefs d'entreprise, avec des pays, pour justement pouvoir permettre aux pays, aux différents pays participants de relancer leur économie et de pouvoir venir à bout de la pauvreté. Alors, docteur, estimez-vous qu'avec une telle menace, nous voyons quand même les attaques répétitives de cette fameuse secte du Boko Haram au Nigeria. Est-ce que dans les mois à venir, nous pourrons assister quand même à une mise à mal de l'économie nigériane?
Alors, il faut déjà Elle attendre. pourrait être affectée sérieusement par Elle l'est ces déjà. attaques incessantes. Elle l'est déjà. Et le premier élément que nous avons suivi montre évidemment qu'il y a déjà un effet sur la croissance. Mais comme il y a déjà des élections qui sont en cours dans ce pays-là, avec une régression de 2%. De 2%, il faut attendre la fin des élections et voir quelles sont les mesures concrètes que le nouveau chef de l'État va pouvoir prendre pour pouvoir permettre la stabilisation. Mais déjà, quand vous voyez la réponse sous-régionale que nous sommes en train de donner à la lutte contre le terrorisme est déjà quelque chose de salutaire. Le Tchad vient d'envoyer un très grand contingent pour aider justement le Nigeria et le Bénin également vient de faire l'annonce comme quoi ils vont envoyer également Donc il s'agit maintenant aujourd'hui pour l'Union africaine, pour la CEDEAO de renforcer l'effort que ces pays-là viennent de faire. Parce qu'il faut mettre l'accent sur la sécurité. Les investisseurs étrangers ne viendront que si le climat économique est apaisé, si la sécurité est assurée dans nos pays, malheureusement. Absolument. Et ce message-là, il faut mettre l'accent sur cela pour que ça soit une priorité. De Davos, nous allons revenir ici à Bamako, c'est pour parler cette fois-ci d'un forum. Le site de la FEBAC au parc des expositions de Bamako a servi de cadre, non pas pour la promenade dans les stands, mais pour échanger cette fois-ci sur la relance économique au Mali. Objectif de ce forum était de faire des propositions concrètes pour l'amélioration du climat des affaires en vue d'une émergence économique du pays. Les panélistes ont surtout insisté sur la promotion des petites et moyennes entreprises qui constituent le socle de la croissance économique. On prépare à cette rencontre plusieurs décideurs et membres du gouvernement malien. Daouda Kamate Sekoudoumia. Ce forum sur la relance économique du Mali est sorti des cadres habituels des discours et de belles paroles pour s'attaquer directement aux propositions de solutions pouvant amener la croissance économique dans le pays. Pour ce faire, acteurs publics, privés et bancaires ont saisi l'opportunité de cette 11e édition de la FEBAC pour inviter les décideurs à créer un environnement propice et efficient pour non seulement améliorer le cadre des affaires, mais aussi soutenir l'économie du Mali. Nous avons fait des propositions concrètes au gouvernement en termes, d'abord, de mettre en adéquation la réalité des dispositifs par rapport à ce qui est prévu. Ce qui est prévu ne correspond très bien, mais en pratique, il y a un écart fondamental. Et là, nous avons proposé une démarche de proximité, plus de sensibilisation et d'information soutenue. Et au niveau de la promotion des entreprises, il faut qu'on trouve un cadre législatif pérenne. Au cours de ces échanges, un des panélistes a mis l'accent sur la politique budgétaire de l'État et l'appui aux petites et moyennes entreprises. Pour lui, en investissant dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation, des infrastructures et équipements, l'État pourra de façon substantielle créer de la richesse et donner de l'emploi à beaucoup de Maliens. Le premier axe, c'est la relance économique par l'appui budgétaire. Parce que le budget est un véritable instrument de développement et de croissance à travers ses différentes composantes. Le deuxième axe, c'est la promotion des PME. Et je l'ai dit, je le soutiens toujours, le développement économique durable du Mali se fera avec les PME ou ne se fera pas. Et tout cela passe absolument par une bonne réforme des affaires. Ce dynamisme et cet engagement prononcé à l'endroit des mesures conjoncturelles. Parce que qui dit relance économique parle forcément de mesures spécifiques. Et l'amélioration du climat des affaires rentre dans ce champ-là parce que le Mali est amené à être une destination privilégiée pour les investissements. Ces discussions ont permis d'évoquer plusieurs difficultés dont sont confrontés les opérateurs économiques. Il s'agit notamment de l'épineuse question des impôts dont l'application des tests paraît complexe et la fameuse question des exonérations dont les contours sont soit mal exploités ou parfois même méconnus des acteurs. À tous ces questionnements, il a été demandé à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour que l'on parle d'une émergence économique du Mali dans les années à venir. Émergence d'un Mali prospère dans pas longtemps, la relance économique. Vous avez quand même rédigé un article qui est paru dans quelques journaux de la place, pour ne citer que l'Indépendant, qui parle de la relance économique par les emprunts obligataires. C'est entre autres une des solutions que nous proposons, mais qui se base aussi sur ce qui vient d'être fait heureusement dans cette émission que nous venons de voir, à savoir l'apaisement du climat des affaires. Parce que
emprunt obligataire, c'est un principe assez simple. Il s'agit pour l'État d'émettre des obligations à des taux d'intérêt relativement alléchants pour les citoyens, pour les opérateurs économiques, pour les investisseurs étrangers qui pourront souscrire à ces emprunts-là. Et derrière, l'État aura la capacité de régorger un certain montant pour faire face aux dépenses publiques comme la construction des ponts, de logements sociaux et autres grandes réalisations. Donc il s'agit d'une part de nous appuyer sur des efforts au niveau national d'abord et aussi voir sur le marché international est-ce que nous avons la possibilité de lancer des obligations pour pouvoir. Certains pays l'ont fait. Je prends l'exemple du Cameroun qui a lancé récemment des obligations, qui a eu 2 fois le montant qu'il souhaitait pour la réalisation de grands travaux. Le pont que nous venons d'inaugurer en Côte d'Ivoire le troisième pont a été construit sur la base docteur, dans le cadre de la relance économique, le nouveau budget spécial d'investissement prévoit quand même une hausse de 12% comparé à l'année dernière. Tout à fait. Trouvez-vous cela suffisant pour parler de relance? Non, justement, je ne trouve pas cela suffisant. Il faut déjà saluer cette aide-là, cette augmentation du budget spécial d'investissement, mais il faut aller au-delà. Parce que nous partons d'un simple constat, c'est que quand vous faites le ratio investissement basé sur le budget national et les investissements que nous attendons de l'extérieur, vous voyez qu'il y a encore 40% dans le déficit budgétaire. 40% que nous pouvons regorger, d'une part avec les réformes fiscales dont il a été question tout à l'heure, mais aussi en allant chercher des fonds au niveau interne pour pouvoir justement relancer notre économie. Donc l'objectif de cet article-là, c'est d'attirer l'attention des autorités publiques sur la nécessité de sortir du schéma classique, de tendre chaque fois la main aux gens. Un article qui a quand même eu des échos favorables. Je l'espère en tout cas. Pas encore. Je l'espère en tout cas. Des indiscrétions sur le plateau de Eco Hebdo? Non, des coups de fil? Non, mais je crois que certains décideurs sont enchantés par l'idée et se sont manifestés et ont promis de prendre en compte. Très bien, je saurais vous soutirer les réponses escomptées. Nous allons à présent parler du dossier de la semaine. Dans cette édition, nous allons consacrer, n'est-ce pas, une grande place au versement des toutes premières primes face aux aléas climatiques dont ont bénéficié certains pays. Je veux parler du Sénégal, de la Mauritanie et du Niger, de la part de African Risk Capacity, une agence de l'Union africaine basée en Afrique du Sud. Je suis donc en ligne avec Monsieur Papazoumana Diarra, il est chef de département des opérations du planning d'urgence de l'ARC depuis Addis Abeba en Éthiopie, où se tient d'ailleurs une réunion de l'agence. Bonsoir Monsieur Diarra. Bonsoir Monsieur Diakité. Alors, première question Monsieur Diarra. AZC répond à des préoccupations spécifiques, nous le savons, liées notamment au climat et en réduisant la capacité de dépendance à l'aide extérieure et en favorisant une solution durable à un des plus grands défis du continent. Mais dites-nous ce qui a prévalu, n'est-ce pas, à ce dédommagement de ces pays que je viens de citer et quels sont les montants alloués à ces pays, Monsieur Diarra? Effectivement, la mutuelle panafricaine de gestion des risques, communément appelée ARC, c'est un mécanisme d'assurance donc contre les risques climatiques extrêmes et qui est conçu pour aider les États membres de l'Union africaine à surmonter les ravages causés par la sécheresse. Donc, les fonds de ARC sont des ressources financières qui permettent rapidement aux États justement d'apporter les premières réponses aux populations affectées par les risques climatiques. Et malheureusement, comme vous venez d'évoquer, les 3 pays comme étant le Sénégal, la Mauritanie et le Niger ont connu des déficits climatiques. Donc ces déficits climatiques ont enclenché un paiement au bénéfice de ces pays. Donc, alors c'est ce paiement justement que les pays sont en train de recevoir, notamment le Sénégal pour un montant de 16 millions de dollars à peu près, la Mauritanie pour un montant de 6 300 000 de dollars et le Niger pour 3 300 000.
Merci, Monsieur Djira, pour cette première réponse. Et une toute dernière question. Parlez-nous un peu du dispositif financier qui a quand même permis ces versements. C'est quoi la RC en un premier temps? Quels sont les pays membres de cette organisation, de cette agence? Et comment ça fonctionne, Monsieur Papazoumana Djira? Le dispositif, comme je disais tantôt, a été mis en place. Un traité a été signé par les États membres. Et suite justement à la signature de ce traité, comme ça touche la question de la sécurité alimentaire, la question des risques climatiques, les pays ont adhéré à cette mutuelle. Mais ils ont été accompagnés par cette agence-là qui est créée, dont le secrétariat est à Johannesburg, pour voir d'abord quels sont les risques auxquels ces pays sont exposés. Donc, dans un premier temps, il y a 5 pays, notamment le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, Mozambique, le Kenya. Et si vous voyez bien, ces 5 pays se trouvent dans des espaces géographiques assez diversifiés. Nous avons 3 pays en Afrique de l'Ouest, un pays en Afrique australe et un autre en Afrique de l'Est. Et tout cela, c'était dans le but, justement, dans le cadre d'une mutuelle, de diversifier les risques, puisque ces pays ne vont jamais être affectés, en tout cas, étant dans des espaces géographiques assez différents, être affectés par une catastrophe climatique au même moment. Bon, cette année, les pays de l'Afrique de l'Ouest l'ont été parce qu'ils sont pratiquement dans un même espace géographique et évidemment dans presque un même espace aussi climatique. Donc, voilà à peu près ce que la mutuelle. Et concernant l'aspect financier, on a justement une structure qui est là aussi, qui gère tout ce qui concerne le fonds de la mutuelle, notamment ce qu'on appelle le capital. Donc, parce que les pays payent une prime en adhérant à la mutuelle, et une prime qui est à la hauteur justement de la couverture que les pays voudraient avoir. Je prends l'exemple du Sénégal qui a voulu justement couvrir son risque à hauteur de 30 millions. Et pour cela, le pays a dû débourser justement un montant d'une prime de 3 millions de dollars. Donc aujourd'hui, compte tenu de la situation climatique qui a affecté le Sénégal, le pays a bénéficié de 16 millions $500 000 pour pouvoir apporter une assistance rapide aux populations les plus affectées par ce déficit climatique. Je vous remercie, Monsieur Djira, pour ces réponses et surtout merci d'avoir été en ligne avec nous depuis Addis Abeba en Éthiopie pour répondre à ces questions. Merci. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, nous avons parlé de relance économique. Les perspectives sont quand même bonnes. Pour le Mali, les perspectives sont bonnes. La principale inquiétude, c'était par rapport à l'épidémie Ebola qui a touché notre pays. Donc aujourd'hui, qui a joué très négativement sur notre économie, sur la balance commerciale de notre pays, sur les relations commerciales que nous avons avec les autres. Mais des réponses appropriées ont été quand même apportées par Exactement. Le gouvernement. Et il faut justement encourager les différentes mesures qui ont été prises, continuer à accentuer la lutte contre cette maladie pour venir à bout et continuer les réformes économiques et surtout mettre en avant la sécurité qui est indispensable pour la relance économique et pour le développement de nos pays. Merci, Dr Etienne Fakaba Sissoko, d'avoir bien voulu accepter de répondre à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. J'ose espérer que nous allons nous retrouver pour d'autres questions majeures liées à l'économie. Je l'espère également. Et bonne continuation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques sur la panafricaine Africa Télévision. Merci et bonsoir. Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.